Salut tout le monde et bienvenue sur ce qui risque d'être la dernière vidéo de la chaîne. Blague à part, j'ai conscience qu'on va parler d'un sujet très délicat. Mais après le délire autour des propos de Gims ou le choix d'une actrice noire pour incarner Cléopâtre, beaucoup de bêtises ont été dites et il est temps de remettre les points sur les i. Je précise d'ores et déjà que je ne vais pas retracer l'intégralité de l'histoire du courant afrocentriste, ni évoquer toutes ses subtilités sociales, psychologiques, économiques, etc. Ce n'est ni mon rôle, ni de cela dont je suis spécialiste. Je laisse donc aux collègues les plus qualifiés le soin de traiter de ce sujet s'ils le souhaitent. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Passé sauvage sur ce sujet, elle est absolument passionnante et parle d'éléments qui n'apparaîtront que de façon assez brève dans cette vidéo. Le lien est en description. Dans cette vidéo, il va être question de l'appropriation et de l'utilisation de l'Égypte ancienne dans le mouvement afrocentriste. Histoire égyptienne, hiéroglyphes, pharaons, tous ces éléments sont centraux dans l'idéologie afrocentriste et je vais essayer de démêler le vrai du faux dans tout cela. Je m'attends évidemment à ce que l'espace commentaire devienne complètement terrifiant et que mes réseaux soient pourris par les personnes qui se sentiraient attaquées par ce que je vais dire dans cette vidéo. Pourtant, il n'est pas question pour moi d'insulter quiconque ou de dire que les partisans de l'afrocentrisme sont des imbéciles, des ignares ou que sais-je. Je vais simplement essayer d'expliquer en quoi les thèses afrocentristes entrent en contradiction avec les preuves historiques et archéologiques à notre disposition, et en quoi ce mouvement peut être dangereux lorsqu'il donne lieu à des dérives malsaines. Je compte sur vous pour échanger de la façon la plus correcte possible dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Je modérerai au maximum, bien sûr, notamment lorsqu'il y aura des insultes, des menaces et ainsi de suite, et il y en aura, mais un peu de responsabilité individuelle, ça fait pas de mal. Bref, après cette longue introduction, passons au vif du sujet. Le mouvement afrocentriste s'est nettement développé au XXe siècle, mais il apparaît dès le XIXe, notamment dans le sillage de Martin Delany, médecin et essayiste très impliqué dans la lutte contre l'esclavage et la ségrégation. Cet auteur afro-américain est notamment l'auteur d'un Principia of Ethnology paru en 1879, dans lequel il développe l'idée d'une origine noire pour l'ancienne Égypte. Reprenant le texte biblique, Delany explique que Cham, l'un des fils de Noé, se serait installé en Égypte, tandis que son fils, Cush, se serait implanté en Nubie, qu'il nomme Éthiopie. Ces deux personnages auraient alors inventé les hiéroglyphes, fait bâtir les pyramides, et ainsi de suite. Delany proposa également sa propre méthode de traduction des hiéroglyphes dans ce même livre. Pour rappel, à cette époque, Champollion a déchiffré les hiéroglyphes depuis 50 ans déjà, et Delany se pose en contradicteur avec les travaux du déchiffreur et ceux de l'égyptologie en général. Mais Delany s'attaque surtout à d'autres chercheurs comme George Gliddon, un pseudo-archéologue britanno-américain. Cela n'a rien d'un hasard, car l'une des conclusions de Gliddon dans ses travaux est que les anciens Égyptiens sont, d'un point de vue racial, des Européens. Bon, ces recherches et ces conclusions sont complètement bidons et n'ont aucune valeur, mais ça permet de comprendre pour quelles raisons Delany a décidé de s'attaquer aux travaux de Gliddon. Mais le souci, c'est que Delany, en voulant à tout prix contredire ses homologues occidentaux, propose des traductions complètement foireuses, avec un peu de bon et surtout pas mal de mauvais. Delany s'attaque notamment à l'un des passages de l'obélisque de Luxor, aujourd'hui place de la Concorde à Paris. Voici ce que dit cette phrase, en parlant du roi auquel l'obélisque est dédié, en l'occurrence Ramsès II. « Ton nom sera durable comme le ciel, et ta durée de vie sera comme celle du globe solaire en lui. » Et voici la traduction de Delany. « Ô œil toujours vigilant, ton nom perdurera et sera manié comme un bateau sur l'eau. Il restera ferme comme les piliers du ciel aussi longtemps que l'eau et la terre et toutes les choses sous le ciel et sur la terre existeront, restant dans le temps aussi solide qu'un rocher au-dessus des eaux, tant que le soleil continue de briller. » Clairement, il y a un petit bug dans la matrice. Bon, reconnaissons quand même que certains passages sont cohérents, mais la majorité de la traduction est complètement fumeuse. On y retrouve des ajouts improbables et un côté beaucoup plus mystique qui au fond n'augure rien de bon. Je ne vais pas développer outre mesure, vous avez compris le topo. Delany cherche avant tout à se démarquer de ses collègues occidentaux et à offrir aux populations africaines une vision de l'histoire qui défend leurs intérêts et celle des populations noires en général. Le fait que ces hypothèses naissent à cette époque n'a rien de fortuit. En effet, outre le fait que les sciences historiques en tant que telles se développent alors, on assiste surtout à l'expansion de la pratique archéologique, expansion qui s'accompagne de toute une vision racialiste du monde destinée à expliquer et justifier le colonialisme. Cette vision du monde clairement raciste existe alors depuis longtemps, puisqu'elle est au cœur même du principe d'esclavage, entre autres,
mais elle revient en force lorsque les territoires et peuples colonisés commencent à lutter activement pour leur indépendance. L'africanisme et l'afrocentrisme se positionnent alors comme des extensions du décolonialisme, en poussant à l'extrême le curseur, comme on va le voir dans cette vidéo. Pour en revenir à Delany et au début de l'afrocentrisme lié à l'histoire égyptienne, voici résumés en quelques phrases les grands principes. Les anciens Égyptiens descendraient de populations africaines, sous-entendu noires, et les accomplissements des Égyptiens seraient ainsi à mettre au crédit de ces mêmes populations noires. On peut même aller plus loin, l'histoire égyptienne devrait alors être étudiée et écrite par des chercheurs noirs. Car c'est là la nuance importante. En dépit de son nom, l'afrocentrisme ne défend pas tant l'importance de l'Afrique dans l'histoire du monde, mais celle des peuples noirs. Et ça fait une sacrée différence. Alors oui, cette thèse se développe aussi en opposition à un courant inverse très répandu au 19e, même chez des archéologues réputés comme Flinders Petrie. Les Égyptiens auraient été leucodermes, c'est-à-dire de couleur claire, voire carrément caucasiens. Cette thèse est complètement rejetée aujourd'hui, heureusement, mais c'est en partie en opposition à elle que l'afrocentrisme égyptologique se fonde. Les travaux afrocentristes se développent par la suite à la transition entre 19e et 20e siècle, par exemple avec William Dubois, qui souhaite renverser la thèse raciste faisant de l'Afrique un continent sans histoire. Dubois est très actif dans la lutte antiraciste et cherche à faire entendre la voix des Afro-Américains, notamment en faisant des populations africaines les ancêtres de l'Égypte et, à travers elles, d'une bonne part de l'Occident. Il développe tout cela dans son ouvrage Black Folks Then and Now, publié en 1939. Les Égyptiens étaient des nègres, et non seulement cela, mais par tradition ils se croyaient descendants non pas des blancs ou des jaunes, mais des peuples noirs du Sud. On le voit ici, et on va en reparler par la suite, les thèses afrocentristes partent souvent d'une volonté louable de rendre justice aux Africains et aux populations noires, souvent méprisées ou oubliées par les cultures occidentales. Le problème, c'est que cette volonté de redonner du crédit à l'Afrique s'appuie elle-même sur des théories anti-historiques, voire parfois carrément racistes. Cette nouvelle idéologie se diffuse alors grâce aux travaux de penseurs majoritairement africains ou afro-américains et trouve des relais dans des revues comme le Journal of Negro History, dont les articles reprennent l'idée d'une Égypte noire par exemple. Ainsi, George James, historien afro-américain originaire du Guyana, publie en 1954 son ouvrage intitulé Stolen Legacy, dont je vous traduis le titre complet. Héritage volé, les Grecs ne sont pas les auteurs de la philosophie grecque, mais bien les peuples d'Afrique du Nord, communément appelés Égyptiens. Tout un programme. Pour James, tout part de la sagesse égyptienne que les Grecs auraient simplement plagiée tout en la réduisant, à l'image d'Aristote par exemple. C'est avec la conquête d'Alexandre le Grand et l'accès à la grande bibliothèque d'Alexandrie que les Grecs auraient eu accès à toute cette connaissance. La philosophie grecque ne serait donc qu'une pâle copie de celle des anciens Égyptiens, tout comme l'art grec ne serait qu'une médiocre évolution de l'art égyptien, autre hypothèse portée par George James. Je vous passe les incohérences historiques, archéologiques ou philosophiques, il y en a tellement que ça mériterait une vidéo à part entière. Le fait est que Stolen Legacy a eu un succès immense et que l'idée même d'une philosophie égyptienne pillée par les Grecs continue d'être défendue aujourd'hui par des penseurs afrocentristes. Quelques-uns vont même plus loin, comme Martin Bernal, historien américain notamment connu pour son ouvrage Black Athena, sous-titré « Les racines afro-asiatiques de la civilisation classique ». Bernal, à la fin des années 80, émit l'hypothèse selon laquelle la Grèce aurait été une colonie égyptienne. Ce seraient donc les Égyptiens eux-mêmes qui auraient apporté leur savoir et leurs compétences que les Grecs se seraient empressés de reprendre à leur compte, sans être capables de les égaler bien sûr. Bernal ajoute même que plus de 40% de mots grecs seraient d'origine égyptienne. Vous le sentez venir, le délire autour d'une Cléopâtre noire et compagnie Bref, l'afrocentrisme du milieu du XXe siècle use déjà largement de théories pseudo-scientifiques sur l'égyptologie. Et George James, dont on a parlé juste avant, est contemporain de l'une des têtes de file du mouvement afrocentriste lié à l'égyptologie, le célèbre et controversé Cheikh Anta Diop. Disons-le tout de suite, Cheikh Anta Diop n'était pas un égyptologue. Que ce soit par sa formation ou ses publications, son œuvre n'est pas du tout égyptologique. Il parle d'Égypte beaucoup et est convaincu d'en révéler des secrets incroyables, mais il en est loin. Très loin. Très très loin. Chercheur sénégalais, Anta Diop rédige une thèse de doctorat à Paris à la fin des années 40, dans laquelle il met en place les éléments principaux de sa pensée. La population égyptienne ancienne était noire, et sa culture, notamment sa langue, s'est diffusée par la suite dans toute l'Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, d'où est originaire Anta Diop.
Certains prétendent qu'il finit par obtenir son doctorat des années plus tard, mais je n'ai pas réussi à trouver la preuve de l'obtention de ce diplôme. Toujours est-il que sa thèse posa les bases de l'un de ses ouvrages les plus célèbres et les plus retentissants, Nation nègre et culture, publié en 1954. Son sous-titre, de l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui, annonce clairement la couleur. Enfin, façon de parler, hein. Pas sûr de moi sur ce coup-là. En bref, la thèse majeure d'Anta Diop peut être résumée ainsi. Les anciens Égyptiens étaient noirs, et plus précisément issus d'Afrique de l'Ouest, où Anta Diop est lui-même né. Diop va même plus loin. De la même manière que les populations africaines sont les descendantes des anciens Égyptiens, les langues africaines contemporaines seraient les descendantes de l'ancien Égyptien. Spoiler alert, c'est faux. Du moins en partie. Mais avant d'expliquer en quoi ce cher monsieur se trompe, parlons un peu des suites de sa publication. L'immense retentissement de ce livre, notamment parmi les penseurs africains ou d'origine africaine, a mené Diop à multiplier les écrits, forts de soutien de poids comme Aimé Césaire par exemple. Ainsi, Anta Diop fut actif jusque dans les années 80 avant de s'éteindre à Dakar en 1986. Dans un autre de ses livres, Civilisation et barbarie, il prolonge sa pensée afrocentriste et exprime sa volonté de vouloir rendre à l'Afrique le crédit qui lui serait dû. Selon lui, et il reprend en cela la pensée des premiers afrocentristes, si l'origine négro-africaine de l'Égypte et de la civilisation en général a été si longtemps dissimulée, c'est du fait d'une volonté négationniste des Européens qui espéraient par là renforcer et maintenir leur emprise coloniale sur l'Afrique. Les Occidentaux auraient étouffé la vérité afin de valider la colonisation elle-même, censée apporter la civilisation et la modernité à une Afrique primitive et sans histoire. Cela s'accompagne de l'image du bon sauvage et de toute cette imagerie raciste, et c'est l'une des explications de la naissance et du développement de la pensée afrocentriste. C'est une réaction à une pensée colonialiste, voire suprémaciste, à un moment où la colonisation perd du terrain et où les populations locales cherchent à se réapproprier leur pays et leur culture d'origine. Bref, les racines afrocentristes se comprennent aisément et on ne peut pas blâmer les penseurs africains d'avoir voulu remettre la main sur leur propre histoire. Le problème, c'est que ça a vite dérivé en idéologie contre-scientifique et a carrément donné naissance à des théories nauséabondes. Pour en revenir à Cheikh Anta Diop, voilà ce qu'il dit dans son ouvrage Alerte sous les tropiques. Le noir ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. En gros, il explique non seulement que l'homme noir est à l'origine des sociétés contemporaines, mais qu'en plus de ça, il doit reprendre en main sa supériorité pour la démontrer aux yeux de tous. Et vous vous en doutez, cette pensée a eu un retentissement énorme, et ce jusqu'à aujourd'hui. En 2006, par exemple, un auteur du nom de Robin Walker publia When We Ruled, The Ancient and Medieval History of Black Civilization. Dans cet ouvrage, Walker affirme que les anciens Égyptiens, de couleur noire bien sûr, se seraient installés bien au-delà de l'Égypte, dans tout le Moyen-Orient et jusqu'en mer Égée. Il en profite pour faire débuter l'histoire égyptienne au 5e millénaire avant notre ère, soit un millénaire plus tôt que ne le fait l'égyptologie, et ce, sans preuve archéologique ou historique. De la même manière, Théophile Obenga, chercheur congolais, reprend les thèses de Diop, notamment en termes de linguistique historique, qui est l'un des grands fers de lance de l'afrocentrisme égyptologique. Cheikh Anta Diop se prétendait égyptologue, et l'une des thèses majeures pour appuyer sa pensée est de prétendre que la langue égyptienne ancienne est la mère de toutes les langues africaines. Ce serait la preuve que les anciens Égyptiens étaient de souche négro-africaine et que les Africains modernes sont donc leurs descendants. Le problème, c'est que c'est faux. L'Égyptien ancien, cela est largement démontré depuis que l'on a théorisé cette famille de langues, est une langue afro-asiatique. On parle aussi de famille kamito-sémitique. C'est la famille à laquelle appartient par exemple l'arabe, mais aussi les langues berbères ou tchadiques par exemple. Pour faire bref, c'est une famille linguistique très vaste, comme l'est l'indo-européen par exemple. Mais pour les partisans de l'afrocentrisme, l'inclusion de l'ancien égyptien aux langues afro-asiatiques est fausse. L'égyptien ancien serait alors une langue dite négro-africaine, et de nombreuses langues africaines contemporaines en seraient les descendantes, comme le Wolof, parlé au Sénégal et en Mauritanie, l'Ewe, parlé au Ghana et au Togo, ou encore le Bambara, parlé au Mali. Pour prouver leurs hypothèses, Diop et ses disciples fondent leurs réflexions sur les similitudes entre l'égyptien ancien et les langues modernes. Je vous passe les détails parce que ça mériterait une vidéo à part entière, que je ferai très certainement un jour d'ailleurs. Mais en bref, Diop et Obenga ont deux arguments majeurs.
D'un côté, la proximité lexicale et grammaticale entre l'Égyptien et, par exemple, le Wolof. De l'autre, les différences entre ce même Égyptien et les langues afro-asiatiques. En somme, les afrocentristes sélectionnent un certain nombre d'éléments dans chaque langue, pointent du doigt les différences qui les arrangent et mettent en avant les proximités qui les arrangent aussi. C'est sûr, vu comme ça, l'histoire et la linguistique, c'est simple. On prend tous les arguments qui vont dans notre sens et on laisse les autres de côté en se disant que de toute façon, personne n'ira vérifier. Pratique. Franck Ferrand serait tellement fier d'eux. Mais en linguistique historique, comme en linguistique en général d'ailleurs, un point commun ne suffit pas à faire de deux langues des parentes. Ainsi, en français, des mots comme papier et adobe sont issus de l'égyptien ancien. Le premier vient de l'expression égyptienne paper-a, littéralement la grande demeure, c'est-à-dire le palais royal. Cette expression a dérivé en deux acceptions, pharaon et papyrus. Papyrus a alors donné naissance au mot papier. L'adobe, pour sa part, nom donné à une petite brique d'argile séchée, provient du mot égyptien djeb ou djebet, qui a dérivé en adobe à partir de sa forme arabe. Voilà, vous pouvez briller en société maintenant. Y a pas de quoi. Plus amusant encore, le français a intégré des mots d'origine chinoise comme badian ou satin. Même ketchup a probablement une origine chinoise. Pour autant, ça ne veut pas dire que le français est de la même famille de langues que l'égyptien ancien ou que le chinois. Et encore, je me suis concentré sur des mots empruntés, mais on peut évidemment trouver des similitudes grammaticales ici ou là. Et encore une fois, ça ne prouve rien. Que ce soit un emprunt, un dérivé ou une simple coïncidence, parce que oui, ça existe, il ne faut pas tracer des lignes droites entre les langues ou les sociétés. Ce n'est pas une méthode scientifique et ce n'est pas comme ça qu'on fait de la linguistique, de l'histoire ou quoi que ce soit d'autre. Mais si les thèses afrocentristes se limitaient à quelques connexions hasardeuses entre les langues, le problème serait somme toute modeste. Là où c'est plus problématique, c'est lorsque l'on tombe dans des réflexions beaucoup plus nauséabondes, voire carrément racistes. Et Cheikh Anta Diop lui-même a une grande part de responsabilité là-dedans. Pour faire bref, cette soi-disant théorie suggère que le taux élevé de mélanine chez les personnes noires, qui donne justement la coloration de leur peau, serait la preuve d'une supériorité physique et intellectuelle. Cela va même plus loin, la couleur blanche serait en fait une anomalie que porteraient et diffuseraient les lointains descendants d'Africains albinos ayant quitté le continent africain à cause de cette même maladie. En gros, la couleur noire montre une supériorité et la couleur blanche une dégénérescence. Bonjour la théorie bien puante. D'autant que cela est largement contredit par les travaux en bioanthropologie de manière générale. Donc au-delà même du caractère profondément raciste de cette hypothèse, elle est complètement rejetée par les études sur l'ADN, le génome et ainsi de suite. Mais ne jouons pas non plus les choqués envers un gravissime racisme anti-blanc. L'inverse a longtemps été mis en avant par les suprémacistes blancs et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais le problème c'est que remplacer un suprémacisme dégueulasse par un autre suprémacisme dégueulasse, c'est pas une solution. Et lorsque je disais qu'Anta Diop avait une part de responsabilité là-dedans, c'est parce qu'il a lui-même fondé une partie de son travail sur des tests de mélanine, contribuant ainsi à la diffusion de cette pseudo-théorie. Et c'est justement là que tout ça pose problème. Je parle pour l'égyptologie, mais cela reste valable de manière générale. L'afrocentrisme n'est pas qu'une énième idéologie fantaisiste comme peut l'être par exemple la croyance en des aliens ayant bâti les pyramides, ou en l'existence d'un peuple millénaire à la connaissance ultime comme peuvent l'être les Atlantes par exemple. En réalité, l'afrocentrisme est une dérive qui prend appui sur un contre-discours souhaitant combattre le racisme et l'impérialisme culturel occidental, mais en usant d'arguments et d'hypothèses tout aussi racistes et suprémacistes dans ses formes les plus radicales. D'ailleurs, si la pyramidologie est si vivement combattue par les égyptologues, c'est aussi parce qu'elle part d'un présupposé raciste. Un peuple oriental, ou africain, n'a pas pu construire de tels monuments sans aide extérieure. Et c'est pour la même raison que l'on combat l'afrocentrisme, parce qu'elle diffuse à son tour des thèses racistes. Avant de conclure sur ce sujet, quelques mots rapides sur les polémiques récentes. Tout d'abord, les propos de Gims autour de l'histoire africaine rejoignent tout à fait le mouvement afrocentriste. Cela ne veut pas dire que Gims est ouvertement raciste, qu'il considère les blancs comme inférieurs ou quoi que ce soit. Je ne le connais pas et je ne veux pas faire de procès d'intention. D'ailleurs, plutôt qu'un racisme anti-blanc, c'est plutôt une profonde envie de faire reconnaître les populations noires et leur importance qui prime, ce qui rejoint par exemple ses prises de position vis-à-vis du traitement indigne infligé par certains pays aux réfugiés subsahariens qu'on laisse mourir dans des conditions dramatiques.
Mais là où Gims s'intègre dans le mouvement afrocentriste, c'est en voulant rendre à l'Afrique son histoire et son importance dans les développements des sociétés, quitte à tordre la réalité ou à carrément inventer des faits historiques. Mais encore une fois, je ne pense pas que Gims ait raconté toutes ces conneries par malveillance ou suprémacisme. Il a juste repris des éléments mis en avant par des penseurs afrocentristes et se les est appropriés, car cela correspond à ce qu'il souhaite croire de l'histoire. Peu importe que ce soit vrai, c'est ce qu'il souhaite être vrai. Et c'est là une clé importante de cette idéologie. La réalité importe finalement assez peu, car l'objectif est de rendre leur fierté aux Africains et aux Noirs en particulier. Peu importe que nous réécrivions l'histoire ou que nous inventions des faits archéologiques, l'importance est de développer l'idée nationaliste et de renforcer le caractère indépendant des Africains par rapport à l'Occident. C'est pour cela que certains afrocentristes vont même jusqu'à inventer des Égyptiens voyageant jusqu'en Amérique, rencontrant les Olmecs, construisant des pyramides, etc. Les Mésoaméricains seraient donc eux aussi en partie les descendants des anciens Égyptiens et donc de populations africaines. Je vous passe l'hypothèse selon laquelle les Égyptiens seraient allés en Chine et au Japon, créant le bouddhisme et installant un empereur noir comme premier dirigeant de la péninsule nippone. On s'en fout que ce soit vrai, on vous dit. Il faut avant tout créer une sorte de mythologie commune, quelque chose auquel se rapprocher pour lutter contre l'impérialisme blanc et la discrimination séculaire dont souffre l'Afrique. Notez par ailleurs que de très nombreux chercheurs africains et afro-américains rejettent en bloc l'idéologie afrocentriste, ce qui témoigne bien de son caractère idéologique justement, et non scientifique. Quant à la polémique autour du choix d'une actrice noire pour incarner la reine Cléopâtre VII, c'est encore un autre problème. On n'est pas vraiment dans de l'afrocentrisme car il n'est pas affirmé dans la série que l'Égypte est la mère des civilisations négro-africaines. C'est avant tout le choix d'un studio de cinéma qui, bien qu'il aille à l'encontre du peu que nous savons à propos de l'apparence de Cléopâtre, n'a pas forcément vocation à devenir l'étendard d'une idéologie suprémaciste ou d'une réécriture de l'histoire. On va pas se mentir, ça ressemble beaucoup plus à un énorme coup de pub par la polémique qu'à une véritable prise de position idéologique. Quoi qu'il en soit, ces polémiques récentes montrent bien la vivacité de ces problématiques encore aujourd'hui. Cela montre également le caractère épidermique de toute cette pensée, autant du côté afrocentriste que de celui de ses opposants. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir brièvement sur un argument utilisé ad nauseam par les afrocentristes, qui n'ont pour la plupart jamais lu une seule ligne du rapport qu'ils citent à volonté. Il s'agit du fameux colloque du Caire de 1974. Ce colloque devait permettre à de nombreux chercheurs de débattre autour de deux thèmes. Le déchiffrement de l'écriture méroïtique, dont on parlera un jour d'ailleurs, et surtout du peuplement de l'Égypte ancienne. Et dans les conclusions du colloque, on trouve cette phrase. Bien que l'Égypte fût ouverte aux courants culturels venant surtout de l'Orient, ce volume montre que la civilisation repose dans une large mesure sur des bases africaines. Il montre également que l'Égypte, qui est une partie de l'Afrique, a jadis été le principal centre de la civilisation universelle d'où rayonnait la science, l'art et la littérature, influençant la Grèce notamment. Cette phrase est régulièrement répétée comme un argument massu en faveur des thèses afrocentristes. Pourtant, cette conclusion dit surtout deux choses. Oui, l'Égypte est un pays africain, et oui, l'Égypte a influencé d'autres sociétés méditerranéennes. Théma la taille du scoop. Mais ce qu'oublient ceux qui balancent cet argument sans réfléchir, c'est qu'à la fin du colloque, il y a eu une discussion, et que le verbatim de cette discussion est rapporté dans le rapport écrit de ce symposium. Et lors de cette discussion est ressorti le fait que oui, l'Égypte est un pays d'Afrique, mais que cela n'implique pas que les anciens Égyptiens soient une population noire. La plupart des professeurs, à l'exception des africanistes, insistent sur le fait que les études anthropologiques ne sont pas assez développées alors, et qu'il faut attendre de plus amples recherches pour conclure à quoi que ce soit. Et il s'avère que depuis, des études ont été menées, et les résultats sont sans appel. Les anciens Égyptiens ne sont pas une population de souche subsaharienne, et encore moins d'Afrique de l'Ouest. C'est une population qui mélange des caractéristiques de différentes régions, et surtout des régions proche-orientales. Ce n'est paradoxalement qu'à partir de la toute fin de l'époque pharaonique que la proportion de population noire africaine augmente. Mais il y a une autre conclusion reprise à volonté par les afrocentristes. On a avancé la théorie d'un lien génétique entre l'ancien égyptien et les langues africaines. Si les recherches le confirment, on aura la preuve d'une unité linguistique profonde du continent. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis 1974, là aussi des recherches ont été menées, et que non, l'Égyptien ancien n'a pas de lien génétique avec les langues africaines en général. Il y a des corrélations, des connexions, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il n'y a pas de lien systématique entre l'Égyptien ancien et toutes les langues d'Afrique. L'Égyptien est une langue afro-asiatique,
et pas une langue nilo-saharienne, et encore moins nigéro-congolaise. En gros, les afrocentristes utilisent l'argument du colloque du Caire pour une raison principale. À l'époque, en 1974, beaucoup de travail restait à faire sur les questions ethniques et anthropologiques, et les conclusions sont donc ouvertes. Il n'y a pas de rejet formel et définitif des thèses africanistes. Mais aujourd'hui, tout cela a évolué et toutes les recherches vont dans le sens opposé aux thèses afrocentristes. Des os pas des os. Souvent, les afrocentristes reprennent, en plus des éléments cités précédemment, une phrase en particulier tirée des conclusions du colloque. Le professeur Leclan insiste tout d'abord sur le caractère africain de la civilisation égyptienne. Jean Leclan était un très grand et très reconnu égyptologue français décédé en 2011 et à l'origine de nombreuses études de référence ainsi que de campagnes archéologiques majeures en Égypte, au Soudan et en Éthiopie. Alors lorsque le professeur Leclan dit ça, les afrocentristes considèrent tout cela comme une confirmation de leur théorie. Mais à nouveau, Jean Leclan ne fait qu'acquiescer à propos du fait que l'Égypte est bien un pays d'Afrique. D'ailleurs, la suite de la phrase dit bien, mais il convient de bien distinguer, comme l'a fait le professeur Vercouter, race et culture. Notons qu'à l'époque, le concept de race était encore largement utilisé. Mais surtout, ce que cela dit, c'est que l'Égypte ancienne intègre évidemment des éléments issus d'Afrique, mais que cela ne signifie pas que les anciens Égyptiens étaient eux-mêmes de souche africaine, et encore moins qu'ils étaient noirs de peau. D'ailleurs, le professeur Leclan ajoute juste après que les études ne sont pas encore assez répandues, que l'anthropologie égyptienne n'en est qu'à ses débuts, et qu'il va falloir travailler encore un peu avant d'émettre la moindre conclusion. Et comme je l'ai dit juste avant, ces questions ont été en grande partie résolues aujourd'hui, et ce, contre les thèses des afrocentristes. Enfin, et je terminerai là-dessus à propos de ce colloque, une dernière phrase du rapport revient régulièrement dans les commentaires africanistes. Aucun des participants n'a explicitement déclaré qu'il soutenait l'ancienne thèse d'un peuplement leucoderme à pigmentation foncée pouvant aller jusqu'au noir. Le consensus à l'abandon de cette thèse ancienne n'a été que tacite. En gros, ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que les anciens Égyptiens n'étaient pas un peuple de couleur blanche. Et vous voyez où je veux en venir. Pour les afrocentristes, si on affirme que les Égyptiens n'étaient pas blancs, c'est qu'ils étaient forcément noirs. Bah oui, soyez pas cons. On est blanc ou on est noir, point. CQFD ma gueule. Bon, je ne vais pas m'abaisser à expliquer en quoi cet argument est le pire de tous, sa bêtise est assez transparente. Bref, je ne vais pas développer outre mesure, c'est déjà bien assez long comme ça. Retenez que l'argument du colloque du Caire est complètement éclaté, qu'il ne prouve rien et qu'il ne repose que sur des citations tronquées ou sorties de leur contexte. Elles sont même parfois complètement réinterprétées par des types qui n'ont souvent jamais lu une seule ligne du rapport. À moins qu'ils soient juste d'une mauvaise foi gigantesque. Ou tout ça à la fois. Et puis, encore une fois, le colloque date de 1974. Et oui, à l'époque, il y a plein de trucs qu'on ignorait, et il y a plein de trucs qui aujourd'hui ont été résolus ou sur lesquels on a au moins beaucoup plus de données. Donc désolé, mais 50 ans après le colloque du Caire, va falloir penser à renouveler le stock d'arguments les gars. Bon, tentons une brève conclusion sur ce sujet. L'afrocentrisme en général est avant tout une réponse à l'ethnocentrisme européen qui, pendant longtemps, a justifié la colonisation et la domination blanche sur les populations noires. Les afrocentristes réécrivent l'histoire et modifient la réalité afin de démontrer la supériorité des civilisations subsahariennes et des personnes noires vis-à-vis, principalement, des blancs. Du point de vue égyptologique, l'afrocentrisme cherche à faire de l'Égypte ancienne le berceau des sociétés et cultures négro-africaines. L'Égypte est considérée comme la civilisation antique ultime, la plus ancienne, la plus sage et la plus glorieuse, ne serait-ce qu'à travers son patrimoine, la durée de son histoire, etc. Et d'ailleurs, au-delà du côté ethnique de la question, la simple considération d'une Égypte mère de la civilisation n'est pas scientifiquement valide, ce qui est déjà un problème en soi. Le fait que les anciens Égyptiens aient été noirs ferait alors des populations noires les ancêtres de toute société, et serait donc la preuve que ce sont bien les Blancs qui doivent leur situation actuelle à l'Afrique, et non l'inverse. Cela répond directement à la vision suprémaciste de la bonne colonisation, apportant la civilisation à une terre sauvage et sans histoire. Et cette idéologie a particulièrement bien pris en égyptologie, puisqu'elle dénonce un soi-disant complot des chercheurs occidentaux qui tenteraient de dissimuler la vérité pour rendre l'image d'une Égypte plus blanche. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le vrai problème, c'est lorsque cette idéologie dérive en pensée carrément raciste qui renverse la situation. Non seulement les Blancs cachent la vérité, mais en plus ils le font pour dissimuler le fait que ce sont eux les êtres inférieurs. Bien entendu, tous les afrocentristes ne sont pas d'affreux racistes ou des suprémacistes illuminés. Certains cherchent simplement à rendre à l'Afrique et aux populations noires
leur place dans l'histoire et le respect qui leur est dû, comme à n'importe quel groupe humain d'ailleurs. Ne partez donc pas du principe qu'un afrocentriste est systématiquement un dégénéré qu'il faut critiquer ou jeter en pâture sur les réseaux sociaux. Au contraire, les thèses afrocentristes, qui sont la plupart du temps contre-historiques, anti-scientifiques, voire carrément dégueulasses, doivent être combattues de façon argumentée et réfléchie. Je vous l'accorde, c'est pas toujours facile. Bref, voilà pourquoi l'afrocentrisme est un problème, en général, et en égyptologie en particulier. Ce n'est pas une idéologie si inoffensive et si anodine que ça, surtout dans sa version la plus extrême. Et on ne peut pas accepter qu'une idéologie suprémaciste en remplace une autre, aussi louable que soient ses intentions à la base. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que l'espace commentaire est déjà saturé d'injures et de menaces, mais bon, ça me paraissait important d'aborder ce sujet qui est très délicat et qui mérite quand même une attention toute particulière. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, et surtout ne répondez pas à la violence par la violence ou à l'insulte par l'insulte. Restons mesurés et sachons gérer la situation avec calme et philosophie. Si ma chaîne n'a pas sauté d'ici là, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets plus légers, promis. Et d'ici là, prenez soin de vous.